Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche, conspué par ses ennemis, soutenu par ses partisans, le président américain n'a pas chômé. La consommation des ménages en berne en France, le chômage qui menace le printemps 2025 à tout d'un hiver économique pour le pays. Et enfin, un peu de corruption pour finir. Celle-ci exploserait en France depuis l'arrivée aux manettes d'un certain Emmanuel Macron. 100 jours, et non, il ne s'agit pas de Napoléon, mais de Donald Trump, qui a déjà passé plus de 3 mois à la Maison-Blanche. Petit bilan et perspective. You don't have the cards right now. The Riviera of the Middle East, male and female. 100 jours de déclaration choc, 100 jours de provocation, mais aussi 100 jours d'action politique dont la portée demeure encore incertaine. Le président américain est arrivé, ou plutôt retourné à la Maison-Blanche il y a un peu plus de 3 mois et l'heure est déjà au premier bilan. Avec plus de 140 décrets signés, Trump a imposé un rythme effréné, cherchant à concrétiser ses promesses de campagne tout en remodelant les États-Unis et leur rôle sur la scène mondiale. Ce bilan à l'aune des dynamiques nationales et internationales reflète une volonté de rupture. Sur le plan national, l'économie reste au cœur de l'agenda trumpien. Les droits de douane massifs de 10 à 20% sur les importations, avec des pointes à 104% sur la Chine, visent à relocaliser les emplois industriels et à protéger les travailleurs américains. Si ces mesures ont provoqué des turbulences boursières et une hausse de l'inflation, elles ont aussi attiré des investissements dans des secteurs clés comme l'automobile, avec des constructeurs rapatriant certaines chaînes de production. Donald Trump a ajusté les taxes sur les importations automobiles pour soutenir le Big Three, General Motors, Ford et Stellantis, démontrant ainsi une flexibilité pragmatique. Les prix à la consommation, bien que sous pression, commencent à se stabiliser et le prix des œufs, en baisse grâce à une meilleure gestion de la grippe aviaire, illustre des progrès tangibles. En matière de sécurité, Donald Trump peut se féliciter de résultats favorables à la frontière sud avec une chute de 90% des appréhensions de migrants illégaux. Cette fermeté, orchestrée par Tom Homan de l'ICE, répond aux attentes de l'électorat républicain. Si les expulsions massives suscitent des critiques de ses détracteurs démocrates, elles renforcent l'image d'un président déterminé à restaurer l'ordre et sollicité par une base populaire toujours déterminée et qui lui apporte un soutien patient, comme en témoignent ses électeurs d'un fast-food au Texas. Je pense que tout s'est très bien passé. Il prépare son retour depuis 4 ans et les gens pensent que cela va se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas le cas. Il est sur la bonne voie. Les 3 prochaines années seront riches en résultats positifs. J'ai la sensation qu'il mène le pays dans la bonne direction. Il a promis des choses pendant sa campagne et il tient ses promesses. En tant qu'Américains, nous allons un peu souffrir. Mais je pense que sur le long terme, nous sommes sur la bonne voie et que nous allons connaître de nombreux succès. Dans cette population, la question économique se trouve au cœur des préoccupations et la méthode Trump semble pour l'heure fonctionner. En ce qui me concerne, je travaille dans l'industrie pétrolière et gazière. Nous avons assisté à un boom économique et, parfois, de nouveaux projets qui se concrétisent non seulement au Texas, mais dans tout le pays. De nombreux projets qui avaient été reportés par l'administration précédente se concrétisent aujourd'hui. Je pense qu'avec cette administration, on savait dès la deuxième manche qu'il allait sortir le grand jeu. Je pense que beaucoup de ceux qui ont voté pour lui et qui le soutiennent en sont très heureux. Les 100 premiers jours sont ceux qui ont eu le plus d'impact, même si je pense que l'approche agressive a certainement été bénéfique pour la réalisation de son programme. La mise en œuvre de celui-ci et l'action de certaines personnes sont assez discutables. Côté économie et guerre idéologique, le département of Government Efficiency, le DOGE, piloté par le mania de la tech, Elon Musk, qui prend désormais ses distances pour s'occuper de ses affaires, a amorcé une réduction de la bureaucratie fédérale et mis à mal un édifice idéologique ancré à gauche. Au niveau international, Donald Trump s'agite beaucoup, mais les résultats ne sont pas encore palpables. En Ukraine, il a réduit l'aide militaire, privilégiant un cessez-le-feu négocié, mais cette approche n'a pas encore conduit à une paix qui était annoncée lors de sa campagne en 24 heures. Je pense que la rencontre s'est bien passée. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours. Nous en apprendrons probablement beaucoup. J'ai été très déçu que des missiles aient été tirés depuis la Russie. Zelensky est-il prêt à renoncer à la Crimée, pensez-vous, Monsieur le Président ? Oh, je pense que oui.
Écoutez, la Crimée, c'était il y a 12 ans. C'était le président Obama. Ils l'ont abandonné sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Alors ne me parlez pas de la Crimée. Parlez de la Crimée à Obama et à Biden. Je le trouve plus calme. Je pense qu'il comprend la situation et je pense qu'il veut conclure un accord. Un accord espéré pour l'Ukraine et une situation encore plus incertaine au Proche-Orient. Soutien inconditionnel de l'État hébreu, à qui il a tout de même infligé des droits de douane de 17%. Donald Trump a choqué en proposant de faire de Gaza une station balnéaire. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être tellement magnifique. Au Liban et en Iran, le président américain alterne entre fermeté et diplomatie, cherchant probablement à stabiliser la région sans engager de nouveaux conflits et sans froisser l'allié israélien. Le risque dans la région serait de voir l'ensemble des autres acteurs parvenir à trouver les termes d'un accord sans lui. Mais une telle issue apparaît aujourd'hui encore assez improbable. La méthode Trump, si elle peut parfois fonctionner ou faire sourire, peut aussi laisser songeur sur les intentions du président américain, notamment vis-à-vis de son premier concurrent économique, la Chine. Quelques fausses notes peuvent aussi déjà être envisagées comme la victoire des libéraux au Canada. Pas favori, le candidat Mark Carney a bénéficié des critiques de Donald Trump qui évoquaient la possibilité de faire du voisin un nouvel État des États-Unis. Pour être honnête avec vous, le Canada n'a de sens que comme un État. Gardons Ô Canada, l'hymne national, je l'adore, je la trouve super, gardons-le. Et ce sera celui de l'État, un de nos plus grands États, peut-être notre plus grand État. Souvent troublant, parfois drôle, toujours déroutant, le président Trump aura probablement fait plus en 100 jours que son prédécesseur en 4 ans. Il faudra très certainement plus de temps pour évaluer l'ampleur du changement provoqué par sa présidence. Le patron de la Maison-Blanche pourrait en tout cas proposer d'autres surprises, mais aussi d'autres saillies, dont certaines ne nécessitent pas de traduction. These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. L'économie française en zone de turbulence. Alors que les questions budgétaires menacent la stabilité gouvernementale, la situation du pays pourrait bien se dégrader dans les mois à venir. Tour d'horizon. Croissance atone, consommation des ménages en chute libre et montée du chômage. Tel est le cocktail explosif qu'ingurgite actuellement l'économie française. Selon l'INSEE, le PIB n'a progressé que de 0,1% au premier trimestre après une contraction de 0,1% fin 2024. Cette quasi-stagnation reflète des vents contraires, tant internes qu'externes, qui plombent les perspectives économiques du pays. La consommation des ménages, moteur traditionnel de l'économie, s'effondre. En mars, les dépenses en biens ont reculé de 1%, atteignant leur plus bas niveau depuis novembre 2014. Hors période Covid. Ce repli, le plus marqué depuis décembre 2022, touche les biens manufacturés, moins 1%, l'énergie, moins 1,8% et l'alimentation, moins 0,5%. Sur l'ensemble du trimestre, la consommation stagne après une légère hausse de 0,2% fin 2024. Cette faiblesse s'explique par une prudence accrue des Français confrontés à l'incertitude économique et politique et à une inflation persistante, bien que modérée à 0,8% en mars. Les investissements, qu'ils soient des entreprises, des ménages ou des administrations, restent également négatifs, moins 0,2%, témoignant de la morosité du climat des affaires. Le marché du travail montre aussi des signes de faiblesse. Le chômage bondit avec une hausse de 8,7% des inscrits en catégorie A à France Travail, soit 3,4 millions de personnes. Cette augmentation, bien que partiellement gonflée par la réforme du RSA et des règles d'actualisation, traduit une dégradation réelle. Hors ces changements, la hausse reste contenue à 0,8%, mais elle s'ajoute à une progression de 4,5% des demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, soit 5,7 millions de personnes. La loi plein emploi, en imposant l'inscription automatique des bénéficiaires du RSA, fausse néanmoins partiellement les statistiques. Au niveau international, la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump aggrave la situation. Les droits de douane américains, fixés à 10% sur toutes les importations et relevés à 20% pour l'Union européenne, perturbent les échanges. La France, qui exporte 45,2 milliards d'euros de biens vers les États-Unis, risque de perdre des marchés clés, notamment dans l'aéronautique, l'automobile et le luxe. Les économistes anticipent un impact sévère avec une possible récession de moins 0,4% de PIB selon Richis Flores Research. Si l'inflation reste contenue en France grâce à une demande atone et à une réorientation des exportations chinoises vers l'Europe, la croissance en pâtit lourdement. Le gouvernement, qui tablait sur une croissance optimiste de 0,9%, révise ses ambitions à la baisse vers 0,7%.
Les marges de manœuvre budgétaires se réduisent donc avec une dépense publique en ralentissement. À ces difficultés économiques et budgétaires, il conviendra d'ajouter les défis politiques, avec notamment le retour du dialogue autour de la fameuse réforme des retraites. Face à un environnement extérieur toujours plus hostile, affaibli au niveau énergétique et embourbé dans une fiscalité oppressante, l'économie française se trouve également fragilisée par une instabilité politique chronique depuis 2 ans et depuis 7 ans de présidence Macron. La corruption explose, les atteintes à la probité sont en pleine augmentation depuis 8 ans dans un contexte politique facilitant la malhonnêteté. Explication Renaud de Bourleuf. La moralisation de la vie publique à reculons. Depuis 8 ans, les atteintes à la probité explosent. Corruption, trafic d'influence, perception illicite d'argent par un fonctionnaire appelé concussion, ou encore prise illégale d'intérêt. Le 24 avril, des données statistiques du ministère de l'Intérieur et de l'Agence française anticorruption, l'AFA, confirme la forte hausse des atteintes à la probité en France, tous délits confondus. Selon ces statistiques, depuis 2016, il y a eu un quasi-doublement, plus 94%, des faits de corruption enregistrés par les services de sécurité. Et encore, il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Le ministère de l'Intérieur estime que seul 1% des faits de corruption aboutiraient à une plainte. Le reste n'est donc pas comptabilisé. Rappelons que la corruption consiste à obtenir des avantages de la part d'une autorité publique, d'une personne investie d'une mission de service public ou encore d'un élu qui se sert ainsi de son pouvoir pour octroyer illégalement le dit avantage. Les faits sont très variés, on en trouve à toutes les échelles. Un simple agent de préfecture ou de mairie qui reçoit quelques billets pour des délivrances de titres de séjour ou pour faciliter des dossiers, ou bien un général de gendarmerie soupçonné de corruption au service des achats du ministère de l'Intérieur, allant jusqu'à déclencher une enquête du parquet national financier. Pour Philippe Pasco, administrateur de l'association anticorruption Anticor, cela n'a rien de surprenant alors que même les plus hautes autorités de l'État offrent un contre-exemple. Quand la tête du poisson est pourrie, le reste du corps est pourri aussi. Et il se trouve que depuis maintenant, disons 2017, la facilité de corruption augmente en France et les élus votent même des lois pour favoriser la corruption. Je vais vous en donner un exemple bien précis. En ce moment, ils sont en train de discuter s'ils vont supprimer dans la loi le conflit d'intérêts public-privé. C'est-à-dire qu'un élu qui voterait en ayant un conflit d'intérêts, ça ne serait plus considéré comme un délit. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que la corruption augmente parce que les lois, je dis bien les lois, pas les juges, sont de plus en plus laxistes. Quand vous voyez que les gens en haut ne sont pas punis, quand vous voyez qu'il y a une espèce d'impunité pour certains délits, comme Monsieur Dupont-Maserati, comme qui passe à la haute cour de justice, qui dit qu'il est responsable mais pas coupable, comment vous voulez que les gens en dessous n'en profitent pas eux aussi? Il est évident que je vous le dis, quand le haut commence à faire des bavures, en dessous, ça raye de partout. Ironie de l'histoire, l'explosion des faits de corruption recensés par la place Beauvau date d'après 2016. Or, la probité a été au cœur de la campagne présidentielle de 2017 avec l'affaire Fillon et la supposée exemplarité d'Emmanuel Macron. Le 7 mai 2017, le président élu s'exprimait ainsi. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Je ne me laisserai arrêter par aucun obstacle. J'agirai avec détermination et dans le respect de chacun. Il ne tient aucune de ses promesses en plus. La moralisation de la vie politique annoncée à grand renfort de médiatisation par M. Bayrou à l'époque, garde des Sceaux, et M. Macron, nouvellement président, ils n'ont tenu quasiment aucune de leurs promesses. Quand vous voyez qu'un type comme M. Koller, secrétaire général, ex-secrétaire général de l'Élysée, refuse de se rendre à des convocations de justice, vous vous posez vraiment la question, est-ce que la justice c'est pour les petits ou est-ce que c'est pour les grands? Alexis Koller justifiait son refus de se rendre à une commission d'enquête parlementaire en invoquant la séparation des pouvoirs, ce qui constitue un mensonge visant à dénaturer un point essentiel de la politique française. Mais plus rien ne peut surprendre dans un pays où le président de la République est soupçonné d'avoir fait financer illégalement sa campagne présidentielle par le cabinet américain McKinsey, et a fortiori quand la politique est chapeautée par la Commission européenne dirigée par Ursula von der Leyen, elle-même impliquée dans l'affaire des SMS avec le PDG de l'entreprise pharmaceutique Pfizer. Le mensonge aujourd'hui devient la règle et l'exception devient la vérité. Dans ce contexte-là, comment vous voulez que la corruption ne se développe pas? Nous sommes, et je pèse mes mots, en train de devenir une mafia à l'italienne. Passons à présent à l'actualité en France en bref.
Gabriel Attal propose enfin une mesure innovante. Avec le pédopsychiatre Marcel Ruffo, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et éphémère Premier ministre, alerte sur les dangers des écrans pour la jeunesse, prônant un état d'urgence face à l'addiction, aux troubles mentaux et à la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux. Les deux signataires d'une tribune dans le Figaro proposent des mesures fortes, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, instaurer un couvre-feu numérique de 22h à 8h pour les 15-18 ans, limiter leur usage à 1 heure par jour et passer les applications en noir et blanc après 30 minutes pour réduire l'addiction. Il suggère également un addict score pour évaluer les plateformes, une taxe de 2% sur leurs revenus pour financer la santé mentale et l'interdiction des plateformes non coopératives. La santé mentale des plus jeunes est en effet mise à mal, notamment depuis les confinements imposés par l'État durant la crise sanitaire. La mise en œuvre du dispositif prôné par Gabriel Attal pourrait cependant être complexe et il faudra être vigilant au risque d'atteinte aux prérogatives parentales qui ne devrait pas être le premier des soucis de Gabriel Attal. Dissolution piège à con. Bruno Retailleau a annoncé mardi vouloir dissoudre 3 organisations. Une d'extrême gauche antifasciste, la Jeune Garde du député LFI Raphaël Arnaud, l'organisation Urgence Palestine et Lyon Populaire, un groupe nationaliste lyonnais. Ce dernier est visé afin de faire bonne figure pour le ministre de l'Intérieur qui applique avec brio le « en même temps » de son président. Plus de 40 associations ont été visées par des procédures de dissolution depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est plus que l'ensemble des dissolutions qui ont pu être prononcées entre le premier mandat de François Mitterrand et la présidence de François Hollande. Faf et heureux, une étude de l'Institut Montaigne publiée mardi explore les aspirations et désillusions des jeunes de 16-30 ans face au travail, révélant un rapport inattendu à la radicalité politique. Basée sur une enquête auprès de 6000 jeunes, elle montre que la moitié se détourne de la politique, tandis que l'autre se divise. 25% se rapprochent de l'extrême gauche, souvent des diplômés précaires et des personnes issues de l'immigration, et 33% se rapprocheraient de la droite radicale, principalement des jeunes hommes intégrés, satisfaits de leur vie et travaillant comme ouvriers ou employés. Le document estime par ailleurs que la frustration professionnelle n'alimente pas la radicalité qui semble davantage liée à des facteurs identitaires culturelle ou à la socialisation, ce qui semble se confirmer par le profil des militants insoumis, souvent des privilégiés des centres urbains traversés par des petites crises identitaires. La filière française de l'ameublement tire la sonnette d'alarme face à la déferlante de meubles chinois low cost vendus notamment par les plateformes Shein et Temu. Ces produits, souvent non conformes et parfois dangereux, inondent le marché, exacerbant la concurrence déloyale. Alors que les fabricants français respectent des normes strictes, les importations multipliées par 2,8 en 25 ans représentent désormais 2/3 des ventes. La filière, qui a perdu la moitié de ses effectifs en 25 ans, craint pour ses 60 000 emplois. Elle réclame des contrôles accrus de la DGCCRF, des droits de douane sur les petits meubles, la pérennisation de l'éco-contribution et un allègement des réglementations pour assurer une égalité de traitement. L'actualité internationale en bref. L'Inde et le Pakistan au bord de l'embrasement. Mercredi, le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, a affirmé qu'une frappe militaire de l'Inde était imminente dans les prochaines heures. Rappelons que le ton est monté entre New Delhi et Islamabad après l'attentat du 22 avril dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde. Une attaque djihadiste qui a fait 26 morts. Le Premier ministre indien Narendra Modi a alors dénoncé des liens troubles des autorités pakistanaises avec les mouvements terroristes. Des tirs se multiplient depuis à la frontière entre ces deux pays, qui sont des puissances nucléaires. Dans la Nouvelle-Syrie, toutes les minorités sont en danger. Mardi, ce sont les Druzes qui ont été victimes. 14 personnes ont été tuées dans des affrontements à caractère religieux. À Jaramana, une banlieue de Damas à majorité druze, comptant aussi de nombreuses familles chrétiennes. 7 Druzes ont trouvé la mort, ainsi que 7 membres des forces gouvernementales ou groupes affiliés. Après les Alaouites, dont le nombre de morts depuis janvier est estimé à 1300, ce sont les Druzes qui sont plongés dans l'inquiétude. La Hongrie soutient vraiment la natalité. Alors qu'Emmanuel Macron s'en est tenu à des effets d'annonce, Viktor Orban ne fait pas semblant. Le Parlement hongrois a adopté mardi une loi exemptant d'impôts à vie les mères de 2 enfants. Cette mesure s'appliquant dès 2026 aux femmes de moins de 40 ans et s'étendant progressivement plus de 60 ans d'ici 2029, vise à contrer le déclin démographique. La Hongrie, qui compte 9,5 millions d'habitants contre 10,7 millions en 1980, mise aussi sur des crèches gratuites, des aides au logement et des prêts bébés. Coût estimé 2,3 milliards d'euros d'ici 2029. Malgré un indice de fécondité passé de 1,3 à 1,31, le seuil de 2,1 pour le renouvellement des générations reste loin, repoussé à 2035. L'éducation irresponsable devant les juges. Mi-avril en Suède, une mère de famille âgée de 24 ans a été verbalisée après avoir diffusé des images de sa fille de 5 ans sur les réseaux sociaux dans le cadre d'un défi.
Il s'agissait du Egg Crack Challenge, littéralement défi du cassage d'œufs, qui consiste à briser un œuf sur la tête de son enfant, filmer sa réaction et diffuser le tout sur le réseau social TikTok. La vidéo en question a été vue plus de 100 000 fois. Les juges n'ont pas retenu l'accusation d'agression, mais ont pointé les rires de la mère vis-à-vis de sa fille et l'humiliation diffusée en ligne. La jeune femme a dû verser l'équivalent de 1 800 € de dommages et intérêts à sa fille. Elle a aussi été reconnue coupable de menaces vis-à-vis du père de l'enfant, qui se serait offusqué au sujet de la vidéo. Une arnaque sur nos animaux de compagnie. Lundi, aux États-Unis, un directeur d'entreprise de pompes funèbres a été accusé d'avoir jeté les corps de milliers d'animaux de compagnie et donné à leurs propriétaires les cendres d'autres animaux. Concrètement, il a jeté à la déchetterie des milliers de chiens et de chats pour lesquels les propriétaires avaient payé pour des enterrements, des crémations ou encore des retours de cendres. Il gagnait de l'argent en échange de services de crémation privée, se débarrassait des animaux de compagnie dans une décharge et fournissait aux clients les cendres d'autres animaux. En 3 ans, il aurait acquis de cette manière environ 650 000 $. Dans un tribunal de Pennsylvanie, il a été inculpé pour vol par tromperie, recel et pratique commerciale trompeuse. Ce soir, à partir de 20h, un nouveau numéro de Bistro Liberté. Demain, pour le 1er mai, pas de JT, mais immédiat, dès 11h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À vendredi.